Si. Allez, je donne la parole pour défendre l'amendement numéro 317 à Monsieur Jean-François Lamour. Oui, monsieur le... Allez, s'il vous plaît, on écoute Monsieur Lamour. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, j'aurais aimé effectivement poursuivre mon exposé que j'avais débuté il y a quelques heures en parlant de l'article 1er et me concentrer sur les principes de l'adoption, dont je pense avec conviction que l'altérité est nécessaire. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous vous demandiez si un enfant pouvait être aussi heureux avec un couple homosexuel qu'avec un couple hétérosexuel. Moi, je pense surtout que nous sommes là pour savoir ce qui est le plus souhaitable pour un enfant. Et je suis intimement convaincu qu'il faut l'altérité, c'est-à-dire une adoption par un homme et par une femme. Mais, Madame la Ministre, malheureusement, Madame les Ministres, pardon, puisque Madame Taubira vient de nous rejoindre, j'ai une grande inquiétude et je crois que le trouble aujourd'hui est profond et s'est installé dans nos débats au travers d'un certain nombre d'informations et de déclarations concernant la PMA et la GPA. Vous ne pouvez pas vous dérober aujourd'hui à cette discussion, à ce débat, parce que c'est la conséquence naturelle du débat que nous avons sur le mariage et sur l'adoption. Et il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées depuis, d'ailleurs, que j'ai pris la parole tout à l'heure. Comme par hasard, réapparaît une tribune signée par 3 ministres de ce gouvernement. Vous-même, Madame, avec votre circulaire, le courrier envoyé à notre président Christian Jacob par le président de la République, dont on peut dire qu'avec ce qu'il avait dit au maire sur la liberté de conscience, pour revenir le lendemain même de ces déclarations, en rencontrant des associations qui étaient favorables au mariage, nous inquiète profondément. Donc, je vous le dis, Madame la Ministre, vous ne pouvez pas vous contenter de vos réponses. Il faut aujourd'hui très clairement savoir ce que le gouvernement veut faire. Et pour cela, moi je demande de façon très solennelle que le Premier ministre vienne nous expliquer très clairement là où il veut aller, car cela crée un trouble. Et vous le savez très bien, les Français sont totalement opposés à la GPA et la PMA. Nous en venons à l'amendement numéro 333 de Monsieur Hervé Mariton. Oui, Mesdames les ministres, première question, est-ce que vous assumez votre texte ? Pourquoi ? Le président Leroux en a parlé. Ce texte, vous le portez dans l'opinion, mariage pour tous. Le titre est déjà différent et le contenu est différent encore. Là, nous sommes sur un article qui concerne le mariage, qui est seul évoqué dans le titre du projet de loi. Pourquoi est-ce que dans le titre, pourquoi est-ce que dans l'opinion, vous n'avez pas porté la totalité du contenu du projet ? Deuxième point, nous entendons beaucoup de nos collègues qu'au fond, tout ça serait joué d'avance, que dès lors que vous êtes majoritaire, au fond, j'ai entendu le président Urvoas dire cela, il fallait attendre le moment où l'opposition finit par comprendre que comme elle est minoritaire, les choses nécessairement se feraient. On a entendu cela il y a une trentaine d'années. Nous pensons que nos convictions sont justes. Et je ne désespère pas, nous ne désespérons pas de convaincre un certain nombre d'entre vous, ici, au Sénat, de regarder ce qu'est l'enchaînement porté par ce texte et de faire qu'il n'y ait pas de majorité pour. La question fondamentale, est-ce que pour vous, le mariage est un objectif ou un instrument ? Ce que je crois, et vous le dites aussi, c'est que le mariage est pour vous un instrument pour porter les conséquences que nous craignons sur la filiation, sur l'adoption, sur la PMA, sur la GPA. Vous êtes ordinairement si peu attaché à l'institution du mariage qu'on a peine à croire qu'aujourd'hui, en 2013, vous vouliez à ce point mettre en avant le mariage. Et pourquoi ? C'est cohérent, parce que nous n'avons pas la même vision de la famille. Nous avons, avec ma collègue Anne Gromerge, publié il y a quelques mois un excellent rapport pour la famille durable. Je vous en conseille la lecture. Nous n'avons pas la même vision. Vous mettez sur le même plan l'ensemble des organisations. Nous disons qu'il faut connaître toutes les circonstances, aider ceux qui connaissent les circonstances les plus difficiles, et qu'en même temps, pour la stabilité, pour la durée de notre société, pour lutter contre la précarité. Nous en venons à l'amendement numéro 335 de Monsieur Sauveur-Gondolfi. Il n'est pas là. 458, François Demazière. Bien, Monsieur le Président, tout à l'heure, Madame la garde des Sceaux, vous nous avez répondu sur l'altérité en nous disant « mais vous avez une vision étriquée, finalement la grand-mère fera très bien l'office ». Nous ne sommes pas tout à fait convaincus que les gens qui ont été adoptés, et nous sommes totalement même convaincus de l'inverse, ne soient pas à la recherche permanente de leurs vrais parents.
Et ça, nous l'avons entendu des centaines de fois. Puis je voudrais revenir sur la démonstration qu'essayait de nous faire M. Leroux. Soyons clairs, si aujourd'hui il y a adoption ouverte aux couples homosexuels, vous dites on ne parle pas aujourd'hui de la PMA. Donc il va falloir demander aux commissions départementales d'adoption qu'elles choisissent des couples homosexuels qui prennent le devant dans la liste malheureusement très longue des couples qui désirent avoir des enfants, qui prennent le devant. Comment ferez-vous? Est-ce qu'il y aura une nouvelle circulaire qui fera un quota minimum pour les couples homosexuels? Non mais il faut être clair, Non, vous ne le ferez pas parce que vous ferez la PMA et la GPA. Mais c'est logique. Seulement, on aurait voulu que vous ayez le courage de le lire tout de suite. Je vous ai posé la question en commission des lois. Je l'ai posée ici en commission orale. Vous n'avez jamais répondu oui ou non. Est-ce que votre gouvernement soutiendra la PMA lors de la loi sur la famille dans 3 mois? Merci. Les amendements 488, 512, 548, 552, 565, 581 et 585 ne sont pas défendus. Et nous en revenons à l'amendement numéro 593. Je donne la parole à Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Si cet article 1 nous occupe autant, c'est qu'il est la pierre angulaire de l'ensemble de l'édifice. On a des textes différents. La ministre de la Famille nous le faisait remarquer tout à l'heure. 2 textes, mais un seul projet global. Un seul projet global avec une vente à la découpe par appartement, appelons-la comme on veut, mariage-adoption d'un côté, PMA de l'autre, et à la suite, ça viendra, un moment ou un autre, si ce n'est pas avec ce gouvernement, ça sera avec un autre à un autre moment, la gestation pour autrui, et je voudrais réellement y revenir. Ça viendra forcément, puisque déjà, cette circulaire, et je n'insisterai pas davantage, réintroduit le sujet, on y reviendra, rassurez-vous, réintroduit le sujet et en droit positif, au-delà des querelles sémantiques et de la hiérarchie des normes. Et quand on nous dit la main sur le cœur, il n'est pas question de revenir sur une interdiction qui a été acceptée quasiment unanimement au moment de la révision des lois de bioéthique. C'est ce que disait notre collègue Claes. Je m'étonne de voir qu'au Sénat, en catimini, l'encre de la loi de bioéthique était à peine sèche que déjà on revenait sur la recherche sur l'embryon. Un rapporteur a été nommé le 30. Ici, vous le savez, le texte sera à nouveau en discussion chez nous. Donc, ce qui est dit aujourd'hui, malheureusement, n'a pas nécessairement valeur de texte gravé dans le marbre. Et enfin, pour terminer, je voudrais reprendre l'interpellation que me faisait Madame la ministre de la Famille ce matin. Oui, je maintiens qu'il y a une forme de marchandisation du corps que je récuse, une forme d'ultralibéralisme de l'individualité qui conduit à du dumping éthique et oui, qui introduit le tourisme de reproduction. Je pèse mes mots. Merci. Les amendements 488, 512, 548, 552, 565, 581, 585 ne sont pas... ça, je les ai donnés, donc ils n'ont pas été défendus. Excusez-moi, voyez-vous, vous attirez tellement mon attention. Alors, l'amendement 647, 648, 661, 721 ne sont pas défendus. Et je donne la parole à Monsieur Rémi Delade pour défendre le 783. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais citer le Président de la République qui disait « L'Europe n'est pas seulement un espace économique, c'est aussi un espace de vie. Comme nous vivons dans le même espace, pourquoi dans des pays on pourrait avoir le mariage pour tous et pas dans d'autres? L'Europe, c'est aussi une communauté de vie et avec des règles qui peuvent être communes. » Au Président de la République, je dis déjà quelle vision simpliste du projet européen. Je dis aussi, si l'Europe est effectivement une communauté de vie, la France reste a fortiori une communauté de vie également, avec son histoire, avec sa sensibilité, avec sa culture. Et rappelez au Président qu'il est le garant de la cohésion de la nation. Mes chers collègues, je vous invite avec humilité à intégrer et à assumer la spécificité de la France dans vos réflexions. Celle que partagent en Europe la majeure partie des peuples qui ont d'ores et déjà dit oui à l'alliance civile et non au mariage. C'est l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg,
la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Surtout, soyons fiers de placer l'enfant au travers de ses droits au cœur de nos discussions qui engageront définitivement notre société. Madame la garde des Sceaux, sortez par le haut. Sortez par le haut et ne cédez pas à la facilité sous prétexte de modernité. Ne rejoignez pas les seuls 6 pays sur 27 en Europe qui ont adopté le mariage. Écoutez les Français. Souffrez qu'ils ne vous suivent pas sur des sujets aussi sensibles, majeurs, qui touchent à l'intime. C'est pourquoi je défends la suppression de l'article 1. Merci. Les amendements 849, 859, 908, 959 ne sont pas défendus et je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre Door pour défendre l'amendement 983. Merci, Monsieur le Président. Le Père Noël va bien. Il est en bonne santé. Je voudrais simplement vous dire, Monsieur la majorité, que vous restez droit dans vos bottes. Vous n'écoutez que très peu les observations de votre opposition. Vous la reniez même. Et c'est quand même dommage parce qu'on a quand même pas mal d'interrogations. Et des interrogations dont on n'a pas les réponses. D'abord, vous avez reçu le communiqué de l'Académie nationale de médecine, il y a 48 heures, qui déclare attirer l'attention sur les conséquences que les dispositions actuelles de votre projet de loi pourraient entraîner en matière de santé publique, du fait de la disparition prévisible des repères établis de parentalité et de filiation. C'est donc dans un cadre strictement médical que l'Académie nationale de médecine a proposé à ses experts de se prononcer prochainement sur l'adoption, sur la PMA et sur la GPA. De même, le Conseil national d'éthique, avec son président, M. Amessen, demande lui aussi, il l'a redit hier à la radio, des états généraux sur l'adoption, de façon à voir ultérieurement, et la PMA pour connaître leurs résultats. Et enfin, M. Baudis, défenseur des droits, lui aussi émet des réserves. Alors moi, je ne comprends pas. Le professeur Friedman, le père de la PMA, a également fait des propositions en essayant de demander au président de la République d'enclencher peut-être un plan national de la PMA pour sauver la PMA dans le bon sens et pas dans les mauvais sens. C'est-à-dire d'avoir des réflexions. Et la PMA médicale et non pas la PMA marchandage. Ce sont deux choses différentes. Et donc, vous êtes en train de passer en force. Donc moi, je demande à ce qu'il puisse y avoir des réponses à toutes ces interrogations. Merci. L'amendement 986 n'est pas défendu, 991 non plus, 997 non plus, le 1016 non plus, et je donne la parole à Madame Anne Gromersch pour le 1049. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais beaucoup que la majorité se préoccupe un petit peu plus de l'enfant que de préoccupations électoralistes, parce que c'est bien de l'enfant dont il est question. Et c'est de l'enfant dont nous devons parler et nous préoccuper. Alors je vais juste vous rappeler ce qu'est être père et mère. Allez, allez, s'il vous plaît. Mes chers collègues, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons passer tout le week-end ensemble, c'est pas la peine de vous mettre dans cet état dès le début de l'après-midi. Allez. On est encore là pour quelques heures, ça va être compliqué. Hein. Chut, allez, on se calme, s'il vous plaît. Juste Monsieur le roi. Rappeler ce qu'est être père et mère. Allez, s'il vous plaît. Au-delà de l'éducation, de l'amour, c'est aussi un ancrage dans la filiation. Les parents sont à l'origine des enfants. Les parents sont les racines de l'enfant. Et seul un homme et une femme peuvent les lui indiquer. Seul un homme et une femme peuvent procréer. De plus, Madame la Ministre, vous nous expliquiez ce matin qu'un grand-père, une grand-mère, un oncle ou une tante pouvaient remplacer un père ou une mère. Je vous dis non. Personne ne peut remplacer un père ou une mère. Et c'est ce que vous avez dit ce matin. Être parent, c'est un état avant d'être une fonction. Au nom de l'enfant, je vous demande de privilégier le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant. Merci. Le 1114 de Monsieur Paul Salène. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je crois que le mariage n'a pas à devenir le lieu d'un combat pour l'égalité des droits entre couples hétérosexuels et homosexuels. Toute notre jurisprudence le confirme.
Traiter différemment des situations objectivement différentes n'est pas un motif de discrimination. Dans notre pays, les couples de même sexe ne sont pas ignorés du droit. Le PACS, aujourd'hui, permet une égalité de droit avec les couples mariés en matière de fiscalité, d'exonération de droits, de succession, d'abattement de donations. Certes, des différences subsistent en matière de reversion, mais d'autres pistes que celle du mariage peuvent être envisagées pour remédier à cette différence de traitement. Les enfants élevés par des couples de même sexe ne sont pas non plus en situation d'insécurité juridique. Cet argument témoigne d'une méconnaissance de la loi, parce que la loi a justement une vocation universelle, elle protège tous les enfants. Des possibilités en matière de tutelle, de partage ou de délégation de l'autorité parentale existent déjà. Si la loi est adoptée, le principe d'unité du mariage disparaît. Il existerait un mariage hétérosexuel qui continuerait de garantir à l'enfant une double filiation par le biais de la présomption de paternité et un mariage homosexuel où la filiation tiendrait du virtuel. De plus, comme le mariage ouvre juridiquement un droit à l'adoption pour le couple et que vous parlez justement qu'il doit donner tous les droits, du même coup il donnera tous les droits que donne le mariage hétérosexuel, le texte, sans le dire, ouvre donc pour l'avenir un droit à la PMA pour les couples de femmes. Et en effet, la majorité et le gouvernement, vous l'avez confirmé pendant les débats en commission des lois, la volonté de faire adapter ce dispositif dans le cadre d'un projet de loi sur la famille dont va être présenté au Parlement dès mars 2013. Voilà pourquoi il faut que ce soit annulé cet article premier. Merci, Monsieur Salen. Amendement numéro 1178. La parole est à Madame Sophie Dion. Si, elle est là. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, moi j'ai un problème, c'est que plus les débats avancent et en réalité, plus les inquiétudes s'accroissent. Nous avions des inquiétudes quant à la méthode, nous avions des inquiétudes quant au climat politique et la césure que ça entretient au sein des Français. Nous avons des inquiétudes juridiques, mais ça on l'a dénoncé souvent, quant à la notion d'égalité ou quant aux droits de l'enfant. Mais on a des inquiétudes juridiques, je dirais, qui mettent en cause le champ d'application de cet article premier. Ce matin, nous avons interrogé Madame la Garde des Sceaux sur la question du conflit de loi et sur la question effectivement de savoir comment est-ce qu'on allait à supposer que ce texte soit applicable dans notre droit français. Comment allait-on tenir compte des situations extraterritoriales? C'est une question quand même qui est considérable, qui est essentielle, qui, c'est vrai, fait application de principes, de techniques juridiques qui sont la question de la loi applicable, la question du conflit de loi, la question d'ordre public. C'est une question centrale et là-dessus, malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse. Donc vraiment, je pense que cet examen, à ce stade, démontre la méconnaissance juridique de toutes les institutions qui aujourd'hui sont mises en place. Donc je vous demande en effet, Madame la Garde des Sceaux, de bien vouloir nous répondre à cette question. Comment allez-vous traiter les situations extraterritoriales par rapport à notre droit? Merci beaucoup. Merci. Nous en venons à l'amendement 1206 et je donne la parole à Monsieur Daniel Gibbs. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues, le mariage ne doit pas être prétexte à une lutte pour l'égalité des droits entre couples hétérosexuels et couples homosexuels. Il est malvenu et hors sujet de faire de cette institution séculaire le symbole d'un combat contre les discriminations. Les couples de même sexe ne sont pas les grands oubliés, comme on a pu l'entendre, du droit français. Le prétendre, chers amis, relèverait de la malhonnêteté. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, fiscalité, exonération de droits de succession, protection sociale. Le PACS a instauré une égalité de droits sur de nombreux points avec les couples mariés. Il convient certes, je l'avoue, d'apporter des ajustements sur d'autres, mais dans le cadre d'une autre institution que celle du mariage qui doit être mise à l'étude. C'est d'ailleurs ce que nous proposons avec la création d'une alliance civile. De plus, il est faux de prétendre que les enfants élevés par les couples homosexuels se baignent dans un flou
ou une insécurité juridique et malhonnête de dire également que notre droit ne protège pas les enfants élevés par des couples de même sexe. La France protège ses enfants, tous ses enfants, de manière universelle. Voilà pourquoi je vous demande la suppression de cet article. Merci, Monsieur Gibbs. Le 1224 n'est pas défendu, le 1227 non plus, le 1315 non plus, le 1353 non plus, et nous en venons au 1355. Je donne la parole à Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci, Monsieur le Président. C'est au nom du contenu de ce texte et de ses conséquences que j'ai déposé cet amendement de suppression, ce qui me permet de répondre aussi à un certain nombre d'interrogations rappelées ce matin. Je considère, et nous considérons, si mes collègues me le permettent, que la lecture du principe d'égalité ne peut pas automatiquement conduire à ce qu'on accorde à tous les citoyens, pleinement citoyens, une égalité stricte de droit. Et qu'à tout le moins, la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme prévoient que les situations différentes peuvent coexister dans une société par ailleurs dirigée par le principe d'égalité, organisée dans le sens de l'égalité, même si le chemin est long, semé d'embûches et qu'il peut être tortueux. En effet, l'organisation sociale repose sur l'organisation et la gestion de ces différences, en termes de droits sociaux, en termes d'accès à un certain nombre de permis, en termes de différences de tranche d'âge, en termes de droit de vote. Il y a, dans tous les secteurs de la vie sociale, des différences qui ne sont pas contraires au principe d'égalité. Donc, le premier temps de mon raisonnement consiste à dire ça ne peut pas être au nom du principe d'égalité que ce texte doit être défendu. Deuxième élément, ça répond à M. Leroux ce matin qui nous interrogeait sur le fait que nous parlons du texte, et je conclus, Monsieur le Président. C'est quand même le rôle du législateur que d'interroger dans un débat parlementaire les conséquences du texte que nous votons, même si, et force est de le reconnaître, la procréation médicalement assistée et les mères porteuses ne sont pas, Madame le ministre, dans votre projet de loi. Mais c'est quand même le rôle. Mais je ne me souviens pas avoir dit le contraire à titre personnel, mes collègues ne l'ont pas dit non plus. J'en sais rien. C'est moi qui vous parle pour l'instant, mon cher collègue. C'est moi qui vous parle pour l'instant. Cela étant, je me souviens aussi d'avoir dit en commission et d'avoir redit mardi puis mercredi que de notre point de vue, ces dispositifs seront la conséquence naturelle, normale, presque mécanique de votre projet de loi, parce que votre lecture du principe d'égalité, Monsieur Roman, j'ai répondu tout à l'heure à votre question. Vous concluez. J'espère que vous me redonnerez acte. Le principe d'égalité, la lecture que vous en faites, vous y conduira nécessairement. C'est la raison pour laquelle, adopter l'article 1 ouvrant cette porte, j'ai demandé sa suppression. Merci. Le 1407 n'est pas défendu, le 1458 non plus, 1497 non plus, 1506 non plus, 1516 non plus. Et je donne la parole pour défendre le 1526 à Monsieur Olivier Marleix. Oui, merci, Monsieur le Président. Une fois encore, je crois que nous sommes nombreux à souscrire à votre objectif de faire tomber les dernières barrières qui peuvent sembler ou être discriminantes à l'égard de personnes homosexuelles, mais cela ne peut pas se faire à la va-vite. Et pour prolonger ce que vient de dire mon collègue Jean-Frédéric Poisson, je crois que votre texte va créer de nouvelles inégalités au sein des personnes, au sein des couples mariés, parce que immanquablement, comment les lois de la République pourront-elles durablement distinguer la situation de personnes mariées, les unes ayant recours à la procréation médicalement assistée, les autres ne pouvant pas y avoir recours? Comment les lois de la République pourront-elles durablement dénier le droit à refuser de rendre équivalente la situation de couple homosexuel selon qu'il soit féminin ou masculin? Et c'est le débat de la gestation pour autrui qui sera ouvert. Ce sont les étapes suivantes. Ce que je veux dire par là, Madame les ministres, c'est que votre texte, il est rapide, il est sommaire, il tranche de manière excessivement sommaire ces sujets, qu'il aurait été préférable que les plus hautes autorités de l'État sollicitent un avis complet sur l'ensemble de ces questions auprès du Conseil constitutionnel pour nous éclairer et savoir dans quel droit vous emmenez notre pays. À ce stade, vous n'avez pas les réponses, si ce n'est de vagues intentions politiques qui sont les vôtres un jour, mais qui changent le lendemain. Le groupe du Parti socialiste nous l'a montré depuis plusieurs mois. Et on aurait besoin d'une réponse globale. À ce jour, le gouvernement, le président sont incapables de donner cette réponse globale et définitive.
Merci, Monsieur Marlex. Le 1684 n'est pas défendu, le 1686 non plus, le 1694 non plus. Et je donne la parole à Monsieur De Rocca-Serra pour le 1707. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, cet article, nous souhaitons qu'il soit supprimé. Pourquoi? Parce qu'il touche au fondement même de notre société. La famille, c'est la base de notre société. Et notre civilisation est basée depuis des siècles sur le fait qu'un homme et une femme soient ceux qui vont permettre la procréation, c'est-à-dire les générations futures. Alors vous touchez à ce fondement. Vous y touchez sur deux principes. Le premier, sentiment. Le sentiment de l'amour. Alors l'amour, effectivement, peut se partager entre des êtres qui ne soient pas dans l'altérité sexuelle. Oui, mais le sentiment ne permet pas de contester l'institution. Le sentiment ne doit pas n'a pas vocation à être institutionnalisé. Le deuxième point, c'est que vous le faites au nom de l'égalité. Eh bien, vous voyez très bien qu'au principe d'égalité, vous serez très vite entraîné, à partir du moment où vous entrez dans l'adoption, vers la procréation médicalement assistée et vers la gestation médicalement assistée. Vous le voyez très bien puisque ce principe d'égalité ne pourra pas différencier les couples homosexuels, femmes ou hommes. Donc nous entrons dans quelque chose qui est la dénaturation complète de ce qu'est notre société. Et puis, oui, mais nous pouvons ne pas être d'accord. Et sur un plan politique, je dis bien sur un plan politique, vous revendiquez souvent que c'était un des points de la campagne de François Hollande. Alors effectivement, si nous restons sur ce point, vous pouvez dire qu'avec un peu plus de 50% des voix, effectivement, les Français auraient peut-être validé dans leur inconscience, puisque le débat n'a pas été au terme de ce que nous pouvons... Merci, monsieur. Je donne la parole à monsieur Guillaume Chevrelier sur le 1727. Merci, Monsieur le Président. Une famille, ce n'est pas seulement deux individus qui contractent pour organiser leur vie commune. C'est l'articulation et l'institutionnalisation de la différence des sexes. C'est la construction des rapports entre les générations qui nous précèdent et celles qui vont nous suivre. Ces phrases, fort belles et justes, au demeurant, ne sont pas de moi, mais de notre collègue, Madame Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, le 3 novembre 1998, lors du débat sur le Pacs. Avec le changement en mai 2012, c'est le reniement de la gauche sur cette position de bon sens. Considérant que la société a évolué, c'est de l'hypocrisie. Un enfant reste le fruit de l'union d'un homme et d'une femme, n'en déplaise aux auteurs de ce texte. Sous prétexte d'égalité des adultes, ne créons pas d'inégalité pour les enfants entre ceux qui pourront être élevés par leur père et leur mère et ceux qui n'auront pas le droit de connaître leurs parents biologiques, avec tous les traumatismes que cela occasionne. Ce texte crée en effet un droit à l'enfant au détriment du droit de l'enfant. Ce texte fait courir un risque majeur de marchandisation de l'enfant et par extension de la vie humaine. Je vous demande d'éviter ces dérives et de garder l'intérêt de l'enfant au centre de notre droit. Ne touchez pas à notre code civil, ne touchez pas à notre tradition familiale qui n'en finit pas d'être moderne. Chers collègues, par cet article de suppression, je m'oppose à ce projet et je défends le mariage tel qu'il existe actuellement, tel qu'il est depuis des générations, afin justement de préserver la continuité de notre société. Merci. Les amendements 1879 et 1911 ne sont pas défendus.